Alors Hitler, n'ayant pas plus d'inquiétude du côté américain que du côté russe, décide de mettre fin à ce qu'il appelle la pire monstruosité du traité de Versailles, le couloir de Danzig. Le territoire allemand avait été coupé en deux en 1919 pour donner à la Pologne un accès à la mer. Hitler fixe la récupération de Danzig et l'invasion de la Pologne au 1er septembre à 5h35. Le premier coup de canon de la Deuxième Guerre mondiale est tiré sur Danzig. Hitler est confiant. Les Anglais et les Français ne bougeront pas. Pourtant, les deux gouvernements se réunissent aussitôt et adressent un ultimatum à Hitler, lui intimant d'arrêter toute action militaire contre la Pologne. Hitler déclare « Ce sont des vermisseaux, ils sont incapables de prendre une vraie décision ». Il ajoute « Qui voudrait s'embourber dans une guerre mondiale pour Danzig ?» Le 3 septembre 1939, à 11h, l'ambassadeur du Royaume-Uni à Berlin apporte la déclaration de guerre. À 17h, la France déclare la guerre à l'Allemagne. Hitler est choqué. Son interprète, Schmidt, écrira « Il était comme pétrifié, le regard perdu au loin ». Le général Jodl constate « Pour la première fois, l'instinct du Führer s'est trompé ». Les généraux allemands sont en face du scénario qu'ils redoutaient le plus. La guerre sur deux fronts. Pendant ce temps, la malheureuse Pologne est dépecée. Comme convenu avec Hitler, les Russes ont envahi la moitié du pays. Image incroyable que ces soldats soviétiques et allemands qui fraternisent. Les nazis distribuent des tracts ainsi rédigés. L'armée allemande salue l'armée rouge des ouvriers et paysans pour laquelle elle a toujours eu un profond respect. L'armée polonaise s'est rendue aux Allemands et à l'Est, aux Soviétiques. En fait, Staline, en occupant la moitié de la Pologne, a servi les plans d'Hitler, qui a besoin d'une frontière commune avec l'URSS pour faciliter son projet d'invasion de la Russie. Les parachutistes allemands sautent sur la Hollande, à l'avant-garde de 3 millions d'envahisseurs. La Wehrmacht entre en Belgique, c'est le piège d'Hitler. Il fait croire que les Allemands recommencent leur attaque de 1914 à travers la Belgique neutre. Le commandant en chef allié, le général français Gamelin, est très serein. Il a tout prévu. Il a soigneusement poli son plan pendant la drôle de guerre. Gamelin envoie donc en Belgique ses meilleures divisions motorisées, le fer de lance de l'armée française, avec tout le corps expéditionnaire britannique. Ces soldats sont de vrais combattants, déterminés. Ils vont enrayer l'avance allemande en Belgique. Et pourtant Hitler, dans son quartier général, est au comble de l'exaltation. Son piège a fonctionné. Il dit
j'en pleurerais de joie. Il donne comme consigne au maréchal Göring, le maître de l'aviation, de ne pas bombarder les colonnes françaises, de les laisser s'engager profondément en territoire belge. Et il les attaque à revers. Sa véritable offensive, c'est à travers les Ardennes. L'état-major français avait décrété « Ce massif forestier accidenté ne peut en aucun cas permettre à des chars de passer ». Le 14 juin 1940 à l'aube, les Allemands entrent dans Paris. La croix gammée, symbole du nazisme, flotte sur Paris. La France est donc coupée en deux. Une zone occupée au nord et le long de la façade maritime pour disposer des ports. La Méditerranée est contrôlée par l'Italie, qui a une bande d'occupation le long des Alpes. Le reste est une zone dite libre, avec une nouvelle capitale, Vichy. Les Allemands occupent les îles anglo-normandes, Jersey et Guernesey. Un premier pas vers l'invasion de la Grande-Bretagne. L'une des armes principales de Churchill, c'est la RAF, la Royal Air Force, et un avion remarquable, le Spitfire, avec son moteur Rolls-Royce, le meilleur chasseur du monde. Les Anglais ont aussi une avance dans le domaine de l'électronique. C'est un Anglais qui a inventé le radar pour détecter les avions et permettre aux Ops Rooms, les centres de contrôle, de diriger les pilotes vers l'ennemi. Aux pilotes venus de tout l'Empire britannique se sont joints ceux qui ont réussi à s'enfuir de leur pays occupé par les Allemands. Ceux dont les gouvernements sont en exil à Londres, comme les Polonais, les Hollandais, les Belges, les Tchèques et de nombreux Américains. Leur pays est neutre, pas eux. Et Staline poursuit ses livraisons au Reich. Depuis le pacte germano-soviétique, il a expédié en Allemagne des milliers de tonnes de pétrole, de chrome, de nickel. Ce qui a aidé Hitler à conquérir la France. La dernière livraison a lieu dans la nuit du 21 au 22 juin 1941. Ce dernier train transporte 1000 tonnes de blé. Il passe la frontière à minuit et à 3 heures du matin, sans déclaration de guerre, les premiers sapeurs de la Wehrmacht se glissent en territoire russe. Derrière eux, 153 divisions allemandes, mais aussi finlandaises, roumaines, slovaques, hongroises, et même une division franquiste espagnole. « 4 millions d'hommes, avec 600 000 camions, dont une bonne partie provient de l'industrie française, des Berlier ou des Renault. L'offensive allemande se déchaîne sur 3000 kilomètres dans 3 directions. Au nord, l'objectif idéologique, Leningrad, la ville de Lénine, le berceau de la révolution russe, aujourd'hui Saint-Pétersbourg. Au centre, l'objectif politique, Moscou, la capitale de Staline. Au sud, l'objectif économique, Kiev et l'Ukraine. L'avance des Allemands est foudroyante. Le lieutenant von Kageneck s'enthousiasme. Un spectacle incroyable s'offre à mes yeux. Tout notre régiment de panzer se déploie.
Nos chars, hauts et fiers comme des bateaux, voguent sur une mer jaune de blé mûr. Rien ne peut résister au Panzergrenadier à qui a été martelé. Vous allez sauver l'Occident des hordes asiatiques. C'est une croisade moderne contre la puissance des ténèbres, le judéo-bolchevisme. Le 7 décembre 1941, la base navale américaine du Pacifique, Pearl Harbor, est attaquée par le Japon, allié de l'Allemagne. Le président des États-Unis, Franklin Roosevelt, annonce que son pays entre dans la guerre. The American people in their righteous might will win through to absolute victory. Un nouvel allié pour Staline. 23 juillet 1942. Hitler inquiète son état-major avec un nouveau projet qui divise ses forces. Hitler ordonne au général Paulus, qui avait organisé l'attaque de l'Union soviétique, de faire mouvement vers Stalingrad. Objectif stratégique et symbolique, parce que portant le nom de Staline, et prendre ensuite Moscou à revers. Leur plan est de prendre Midway, base américaine à mi-chemin du Pacifique, puis débarquer à Pearl Harbor, ce qu'ils auraient dû faire 6 mois plus tôt. À 5 heures du matin, Ford filme la première attaque japonaise qui ravage la base américaine. Les Américains viennent de perdre un porte-avions, mais les Japonais en ont perdu 4. Cette défaite japonaise, la première, ranime le moral des Alliés. On a repris confiance, dit Churchill. Pourtant, le Japon ne paraît pas affaibli. Bloqué à Midway, au centre du Pacifique, il continue sa progression vers le sud, vers l'Australie. Le capitaine soviétique, Joseph Prautov, écrit à sa femme. « Je me sens mieux maintenant. Nous avons pris le dessus sur ces serpents. Nous en capturons un grand nombre. Ils commencent à payer pour le sang qu'ils ont versé, pour les larmes de notre peuple. Je vais bientôt revenir. Je t'envoie 500 roubles. Joseph. » Les Russes atteignent le centre-ville. Face au drapeau rouge, le magasin Univermag, où se terre le chef de la 6e armée, le général Friedrich Paulus. Ces hommes se rendent. Paulus aussi. « 6h30. La première vague d'assaut américaine va se heurter aux défenses allemandes d'Omaha Beach. Avec eux, un grand écrivain américain, Ernest Hemingway, correspondant de guerre. Il écrit « Dans la pâleur grise de l'aube, nous avançons vers la terre. L'embarcation de fer ressemble à un cercueil. Des paquets d'eau verte retombent sur les têtes casquées des hommes, serrés épaule contre épaule dans l'inconfortable, l'insupportable, la dure solitude des soldats allant au combat. Un autre reporter de guerre, le photographe Robert Capa, est pris dans cet enfer. Il dit
C'est la plage la plus laide du monde. Nous sommes épuisés par l'eau et par la peur. Plus de 1000 soldats américains y perdent la vie. Mais le maréchal Rommel, qui commande les forces allemandes de Normandie, est pessimiste. Hitler lui a donné l'ordre de rejeter les Alliés à la mer, comme à Dunkerque, 4 ans plus tôt. Hitler lui a dit « Le destin du Reich dépend de l'issue de cette bataille ». Rommel répond maintenant à Hitler « Le combat acharné de nos troupes ralentit la progression ennemie, mais sa maîtrise de l'air est telle que nos mouvements sont impossibles dans la journée. La supériorité aérienne des Alliés est écrasante. Rommel lui-même sera mitraillé dans sa voiture, grièvement blessé et évacué en Allemagne. L'objectif des Alliés, débarquer 326 000 hommes. Ils déversent chaque jour 30 000 soldats et 40 000 tonnes de matériel. Pour tenir ce rythme, il faut un port. Les Alliés n'ont pas voulu s'attaquer au grand port, trop défendu, et ils ont débarqué sur les plages de Normandie. Ils ont donc emmené avec eux leur port, un gigantesque mécano de 200 caissons de béton, grand chacun comme un immeuble de 5 étages et pesant 6 000 tonnes. Assemblés pour former des digues et des jetées qui permettent de décharger les cargos appelés Liberty Ships, les bateaux de la liberté. Les Russes poursuivent leur avance à l'est. Ce qu'ils appellent maintenant la Grande Guerre patriotique prend un tour nouveau. L'armée rouge frappe soudain avec une puissance qui stupéfie tous les camps. Quelle réserve inépuisable d'hommes, après les coûteux affrontements de Moscou ou de Stalingrad. Son Allemagne est entrée en agonie. Les Soviétiques encerclent Berlin. Mais Hitler ne s'avoue pas vaincu. Il dit « Ce sera un Stalingrad à l'envers ». Les lance-fusées russes écrasent ces derniers soldats qui se rendent les uns après les autres. Pendant 2 semaines, c'est l'enfer, jour et nuit. Les Américains font leur jonction avec les Russes sur l'Elbe, au pont de Torgau. L'Est rencontre l'Ouest. Le chef de la Wehrmacht, le maréchal Keitel, signe la capitulation sans condition de l'Allemagne nazie devant le russe Zhukov, son ennemi mortel, entouré des Alliés, l'anglais Teder, l'américain Spatz et le français Delattre de Tassigny. Plus tard, Keitel sera jugé au procès international de Nuremberg. Il sera pendu, comme beaucoup de criminels de guerre. Dans le Pacifique, les avions suicides japonais, qu'ils appellent kamikazes, fondent sur la flotte américaine. Le Japon ne peut accepter l'idée même de la capitulation, des honneurs suprêmes. Les militaires de Tokyo, crispés sur leur pouvoir, sacrifient ce qui reste de leur jeunesse et de leur aviation pour empêcher le débarquement des Américains. Les États-Unis choisissent alors d'éviter ce débarquement, dont ils pensent qu'il va leur coûter 1 million de morts, et déclenchent l'enfer atomique. Les 2 premières bombes nucléaires de l'histoire font en 1 seconde plus de 100 000 victimes et permettent enfin à l'empereur Hirohito
de demander la paix sans perdre la face. Dans la baie de Tokyo, à bord du cuirassé américain Missouri, l'émotion étreint les représentants des nations alliées, chinois, anglais, russes ou français, avec le général Leclerc. Ils ont le privilège d'assister à la reddition japonaise qui marque la fin de la Seconde Guerre mondiale.